On a toujours la sensation que les sportifs de haut niveau sont des personnes qui n'ont pas de faille. Ils sont forts, fortes en permanence. Ils ont une vie saine. Ils ont une vie mentale aussi très forte. Parce qu'il faut du mental pour être un sportif de haut niveau. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Melvin Deba, qui est une handballeuse professionnelle de très haut niveau et qui a écrit un livre qui s'appelle Un espace de vulnérabilité partagée. Et où elle partage les questions existentielles d'une athlète de haut niveau. Et ensemble, on va traiter, suite à un accident, un double accident quasiment, toutes les questions qu'elle a pu se poser. Et vous allez voir que elle est extrêmement articulée. Elle a fait un énorme travail sur elle pour essayer de comprendre ce qui s'était passé dans sa vulnérabilité, ce qui s'était passé aussi dans sa vie. Et je suis certain que ça va résonner chez beaucoup d'entre vous. Je vous laisse écouter l'épisode. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Melvin. Salut Greg. Comment ça va ? Bah écoute, ça va bien. Aujourd'hui, ça va bien. Il fait beau. Je suis à Paris, je suis contente. Ouais, on est au mois de juin, ouais. Encore. Donc toi, tu es une sportive de haut niveau. La première question que j'ai envie de te poser, parce que tu en parles dans ton livre, c'est quoi le plus gros mythe autour des sportifs de haut niveau ? Je crois qu'il y a un mythe qui a quand même, c'est vrai, la dent dure. C'est le mythe selon lequel les athlètes sont des êtres infaillibles. Selon lequel, tu vois, ils pourraient se blesser et puis juste se relever le lendemain et repartir sur les terrains et puis se dire bon bah c'est pas grave, je vais retourner m'entraîner très fort et puis je vais repartir et puis je vais revenir très fort et puis voilà. Donc voilà, il y a un peu cette idée, je crois, qui existe tu vois, un peu dans l'inconscient collectif, mais aussi et beaucoup, je pense, dans la tête des athlètes. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagnée et qui m'a coûté, je pense, à un moment donné. Oui, parce que tu t'es blessée de manière assez importante. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ? Alors moi, j'étais... pour revenir un tout petit peu sur l'histoire, je jouais à Metz Handball, donc qui est le meilleur club français de handball. J'étudiais aussi à Sciences Po Paris en même temps. En fait, quelque part, je réussissais tout ce que je voulais. Je cochais un peu toutes les cases de ce que je voulais, avoir un master que j'aime, jouer la Ligue des Champions et tout. Mais en fait, j'allais pas bien. C'est-à-dire que vraiment, j'allais à l'entraînement tous les jours, mais sans savoir vraiment pourquoi, ce après quoi je courais pour de vrai. J'avais l'impression que je courais après des rêves, mais j'avais plus l'impression de courir après la perf pour prouver que j'avais de la valeur. Et bon, ça, je m'en rends compte après, parce que en fait, voilà, je joue, ça se passe bien. Mais c'est juste que voilà, on sort du Covid, donc on avait été arrêté pendant à peu près, je sais plus, c'était 1 mois et demi complet. Donc dans le sport de haut niveau, on s'arrête jamais 1 mois et demi. Enfin, c'est très très long, 1 mois et demi de pause. Et je pense après 2 semaines de prépa et de retour sur le terrain, enfin pas 2 semaines de prépa, c'est 2 mois de prépa à peu près et 1 mois de championnat. Je me blesse le ligament croisé du genou. Et je m'étais jamais blessée avant. J'avais 21 ans. Voilà, j'avais jamais eu aucune blessure, ni d'entorse à la cheville, ni rien. Et voilà, là, je me blesse. Et tu sais, aujourd'hui, le ligament croisé du genou, c'est un peu une blessure banale. Tous les athlètes se blessent le croisé, et tout le monde revient, ça va. Mais là, à ce moment-là, je me suis quand même rendu compte que je mettrais du temps à me relever. Parce que avant, j'avais tendance à dissocier mon corps et mon mental, tu vois, comment ça va dans ma tête et puis comment ça va dans mon corps. Et puis au moment de cette blessure, je me suis dit, là, il y a vraiment un truc qui va pas bien dans ma tête, il faut que je résolve le problème. C'est quoi, t'as parlé de performance, c'est quoi ton rapport à la performance ? Parce qu'effectivement, je pense que dans notre société, on est tellement dans une société performative et que les sportifs de haut niveau, ils représentent ça quasiment au plus haut point, d'une certaine manière. C'est intéressant de comprendre c'est quoi ton rapport à la performance et comment tu fais la différence entre le plaisir de jouer et le rapport à la performance derrière. Tu vois, parce qu'il y a un moment donné, peut-être que le rapport à la performance, il surpasse le plaisir. Ouais, bah c'est clair ça. Ça, je pense que... Alors aujourd'hui, mon rapport est différent du rapport que j'avais avant la blessure, mais c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ce livre-là aussi, c'était pour raconter peut-être ce chemin. Moi, avant ma blessure, mon rapport à la performance, c'est un rapport anxiogène. C'est-à-dire que vraiment, performer, c'était une manière de prouver que j'étais quelqu'un. Une manière de prouver que j'avais de la valeur.
moi, j'ai essayé de le comprendre en allant regarder ce qui s'était passé un petit peu dans ma construction, dans mon enfance, etc. Et toutes les choses qui m'avaient beaucoup marquée. Comme, tu vois, ma maman qui me disait à l'école, ça va être important d'être forte, d'être brillante, d'être excellente, parce que, quelque part, la société, elle te rattrape pas si tu rates, si t'échoues. Et ça a été accentué par, je sais pas, tu sais, des fois en classe, quand il y a des élèves qui parlent leur langue maternelle et toi, tu parles pas la tienne parce qu'on a dit à ta mère que c'était mieux qu'elle te parle que français. Mais quand c'est des petits Italiens, des petits Espagnols ou des petits Anglais, ça va. Et tout ça, ça laisse des traces. Même si tu comprends pas, tu vois, t'as 10 ans, tu comprends pas trop. Et puis même, les parents peuvent t'expliquer des choses sans pour autant que ça fasse sens pour toi. Mais voilà, il y avait quand même ce sentiment d'une anomalie et qu'il fallait démontrer que nous aussi, on pouvait être des gens dignes de respect, de valeur, etc. Tu vois. C'est une sorte de racisme intégré, d'une certaine manière. Ouais, un petit peu. Ouais, je pense que c'est clairement ça. C'est sentir que tu devais systématiquement démontrer ta valeur d'être, ton droit d'exister. Comme si être soi, ça suffisait pas. Et qu'il fallait prouver, quoi, tout le temps. Et donc, ouais, ça laisse un peu des traces. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'est que du coup, moi, à cet âge-là, j'étais passionnée d'handball, passionnée par les études. Donc, en fait, réussir ce que je faisais, c'était un vrai plaisir parce que j'aimais ce que je faisais. Mais il y a un moment donné où on perd du sens parce que quand on grandit, on essaye de faire des choses qui ont du sens pour nous. Et du coup, si on fait juste pour prouver qu'on a de la valeur, bah déjà, c'est quelque chose d'insatiable. C'est-à-dire qu'on peut jamais vraiment prouver sa valeur comme ça parce qu'en fait, on peut faire des choses et perpétuellement et sans jamais avoir le résultat en face d'une reconnaissance. Ce qui manquait, c'était peut-être une reconnaissance intérieure finalement, mais qui était ce manque de reconnaissance intérieure, c'était la conséquence d'un racisme intégré, comme tu dis, qui a vraiment, moi j'ai conscience que ça a vraiment façonné quelque part aussi mon rapport à la performance. Il fallait vraiment performer pour prouver qu'on était ok, qu'on n'était pas un problème comme ça peut être posé de temps en temps. Et après, dans mon sport, c'est particulier parce que tu commences toujours ton sport par passion, tu vois, quand t'es petit. Alors, à moins que t'aies des parents qui te poussent et que ça te mette de la pression, que t'aimes pas ton sport et que t'as pas envie. Mais moi, à la base, j'étais vraiment obsédée. C'était par mon sport, c'était le kiff de le voir à la télé, d'être sur les terrains, pleurer quand on me disait c'est l'heure de rentrer. Voilà, moi, j'étais vraiment obsédée par mon sport. Mais il y a un moment où effectivement, ça a shifté. Quand vraiment, je suis rentrée dans la très haute performance, donc quand j'ai intégré ce club à Metz, j'ai été un peu dans l'incapacité à conserver juste ce goût du jeu, et l'enjeu prenait beaucoup plus de place. Et je crois que dans le rapport à la performance, il y a aussi le rapport à l'échec, du coup. Parce que quand on est en train de performer pour prouver sa valeur, quand on échoue, on fait vite des raccourcis. Si je suis ce que je fais et que je rate ce que je fais, alors je suis une ratée, quoi. Et ce genre de raccourci-là, ça crée du stress, en fait, dans le corps. Et un corps stressé, c'est un corps qui est tendu, c'est un corps qui est tendu, c'est un corps qui est pas souple. Un genou qui est pas souple, c'est un genou qui casse. Et du coup, ça emmène à des ruptures, comme moi, j'ai pu me blesser. Il y a une phrase aussi que tu reprends dans le livre et que moi j'ai eu aussi, tu vois, en étant enfant, qui est: il faut bien te comporter, il faut montrer que t'es un bon noir d'une certaine manière, ou en tout cas, effectivement, moi non plus, j'ai pas eu ma mère, elle m'a pas appris le créole, enfin, tu vois, qui était sa langue à elle, pour être intégrée, en fait. Elle avait tellement peur. Et tout ça, en fait, c'est vrai que ça pèse et ça crée ce que tu dis, un besoin de performance, d'une certaine manière. Performer dans la société, de manière générale. À quel moment tu te dis, en fait, j'ai plus peur d'échouer que l'envie de gagner? Ah, elle est intéressante, cette question. Je pense que au moment de ma blessure, je comprends ça. Je comprends que, en fait, quand je joue des matchs, à la fin... Alors, ça, c'est assez propre au sport de haut niveau. C'est-à-dire que, globalement, chez les sportifs, il peut y avoir cette tendance-là à être dévasté quand on échoue, à se fouetter, à se flageller, etc. Et par contre, quand on gagne, pas prendre le temps de faire la fête, de célébrer. Alors, faire la fête, c'est pas forcément sortir jusqu'à 6h du matin. C'est peut-être juste... Célébrer, ouais. Se poser avec les copines à la fin du match et boire un coup après le match...
passer un temps ensemble, juste un temps de décompression, un temps où on s'arrête. Parce que c'est vrai que voilà, dans le sport de haut niveau, ça dépend des disciplines, mais dans le handball, on peut avoir match mercredi, samedi, mercredi, samedi, mercredi, samedi. Donc il y a pas de pause, parce qu'en fait, quand tu joues mercredi et que tu joues samedi après, ça veut dire que jeudi, t'es déjà à l'entraînement pour repartir samedi. Il faut aller te coucher tôt pour... Voilà, et peut-être que tu pars en déplacement, donc peut-être que voilà, il y aura un train, un avion. Donc des fois, voilà, on a cette difficulté à juste prendre le temps de savourer les choses et à s'arrêter. Et quand on est dans cette espèce d'engrenage, effectivement, on peut oublier que à la base, on est là pour kiffer et apprécier le fait de gagner, d'être avec des amis, de faire un sport qu'on adore, de pouvoir vivre de sa passion. Ça, on peut l'oublier parce qu'on est un peu trop obsédé par le fait de ne pas échouer. Et ce qui est encore différent que d'être obsédé par le fait de vouloir réussir. Et je crois que quand on est obsédé par le fait de ne pas vouloir échouer, en tout cas moi dans mon cas, c'était vraiment une fuite de la sensation d'être un échec en fait. En tant que tel. Comment tu as réussi à dépasser cette peur de l'échec et de trouver cet amour intérieur? Parce que je pense qu'on est nombreuses à avoir ce challenge finalement de pas trouver, de chercher à l'extérieur de soi une forme de reconnaissance. Ouais. Alors qu'en fait, la reconnaissance, il faut la trouver à l'intérieur de toi, mais c'est bien de le savoir, c'est bien de le comprendre, mais pour le mettre en place, c'est quand même très difficile. Ouais. Je sais pas si tu as réussi d'ailleurs, et peut-être que tu es en cours de chemin, parce qu'en fait, c'est aussi un processus. Ouais. Mais qu'est-ce que tu as mis en place pour le faire, d'autant plus que tu as été bloqué, donc tu n'as pas vraiment eu le choix, parce qu'en fait, tu étais couché, donc concrètement, tu n'avais pas trop le choix que de réfléchir et de tourner en rond sur ces questions-là. C'est ça. Qu'est-ce que tu as mis en place pour faire ça? Alors moi déjà, ce qui m'a beaucoup aidé effectivement, c'est un coach en dev perso que je rencontre qui me pose une question qui m'a clouée sur place encore plus que je ne l'étais au moment de ma blessure. C'était après quoi est-ce que tu ne peux plus courir maintenant que tu es alité? Et donc là, il a fallu vraiment que je prenne un temps pour me poser la question. Effectivement, quand tu cherches à prouver ta valeur à travers ce que tu fais, peut-être que il fallait que j'arrête de courir après des preuves matérielles de ma valeur, mais plutôt que j'arrive à trouver en moi un sentiment de dignité. Mais ce qui m'a aidé dans un premier temps, ça a été de comprendre. Moi, j'avais besoin de comprendre où est-ce que ça peut se jouer. C'est-à-dire sans me pathologiser, comprendre où ça peut se jouer. Tu vois, quand on parle, par exemple, justement de l'impact du racisme sur l'estime de soi, sur la manière dont ça peut déchirer l'image qu'on a de soi, ça, c'est une manière déjà de se déresponsabiliser. Et d'éviter, tu vois, d'envoyer des gens chez des psys et de leur dire, mais de toute façon, t'as un problème fondamentalement avec ton estime de toi, etc. C'est pas un problème, je pense, de l'individu qui serait malade, quoi. C'est pas ça. Des fois, il faut accepter de dire, de nommer les choses telles qu'elles sont. C'est pas pour pointer du doigt quoi que ce soit, c'est juste pour dire, voilà, ces comportements-là, ces mots qu'on entend, et même quand on est jeune, tu vois, j'ai une anecdote, quand j'étais petite, l'élection de Sarkozy, je devais avoir, 10 ans. Et avec mes potes, on habitait donc dans le 20e arrondissement à Paris. Et nous, on avait entendu cette histoire... on entendait des replays, tu sais, du bruit et des odeurs. C'était pas lui, mais on entendait les replays. Parce que les gens, ils associaient un peu ça. Donc le bruit et les odeurs, les enfants du bruit et les odeurs, c'était nous. En fait, les enfants du bruit et des odeurs. Donc nous, on était descendus dans la rue, on avait 10 ans et on criait « Votez tous Ségolène Royal !» On savait pas ce que ça voulait dire, mais on voit bien que ça touche, quoi, toutes ces choses-là. Et donc en grandissant, déjà, moi, ce qui m'a aidé à comprendre que peut-être dans ce sentiment de dignité, de valeur, j'avais des choses qui m'avaient impactée, j'ai déjà fait en sorte de comprendre mon contexte politique, la société dans laquelle j'habite, pour me déresponsabiliser. Ça, je trouve que c'est important d'enlever sur nos épaules ce qui ne nous appartient pas. Avant de pouvoir entamer un chemin personnel et de se dire, ok, là, c'est bon, je vais aller cheminer sur mon truc. Et après, plus individuellement, du coup, plus personnellement, moi, ce que j'ai fait, c'est que, pour des raisons qu'on évoquera juste après, je pense, mais en tout cas, j'avais besoin de faire une pause. C'est-à-dire que je me suis blessée, j'ai fait ma rééducation, mais en fait, j'arrivais toujours pas à revenir sur les terrains. J'étais un peu trop minée dans ma tête. Et donc j'ai fait une pause, c'est-à-dire que j'ai rien fait. J'aime bien comparer ça aussi un peu au système capitaliste. Tu vois, des fois on dit que... moi je pense qu'il faudrait qu'à un moment donné ça s'arrête.
Un peu comme ce qui s'est passé avec le Covid, c'est bien, ça a donné un peu d'une respiration, un peu de souffle, tu vois. Moi, j'habitais à Issy-les-Moulineaux à l'époque et il y avait des lapins sur le trottoir, dans la rue et tout. Enfin, c'était incroyable, quoi. Tout le monde a respiré un petit peu. Et je pense que la planète, des fois, elle a besoin de respirer parce qu'en fait, on l'étouffe. Et j'ai l'impression que moi, tu vois, le Covid, un peu, c'était un peu comme tout le phénomène de burn-out qu'il y a dans la société chez les gens. C'est-à-dire qu'on étouffe et que des fois, il faut juste faire des pauses. Et j'avais besoin d'une pause, quoi. Vraiment arrêter. Parce que du coup, si pendant 1 an, je ne fais rien, je travaille pas, je suis au chômage. Alors, c'est une vraie chance, de pouvoir se dire, j'arrête, je suis au chômage, je peux rentrer chez ma maman. C'était une vraie chance, ça, j'en avais conscience. Mais c'était aussi un choix de ma part de me dire, bon, en vrai, si vraiment j'ai besoin de restaurer en moi un sentiment de dignité, de valeur, parce que c'était vraiment un truc qui était abîmé, quoi. Ne rien faire, c'est une manière de te montrer que même si tu fais rien, il y a des gens qui sont là pour toi. Au fond, t'as plein de qualités qui viennent d'autre part que de juste ta capacité à marquer des buts sur un terrain ou à je sais pas, rendre des copies super bien à l'école. C'était une manière aussi de me mettre à faire des choses pour la première fois. Et donc, quand tu fais quelque chose pour la première fois, normalement, t'es nul. Tu vois, par définition. Par définition. Et donc déjà aussi, ça permet de calmer le rapport à l'échec. Parce que en fait, tu comprends aussi que en fait, tu vas tellement avoir besoin d'être nul pour être bon après. Parce que du coup, tu as des pistes de progression. Et puis après, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'était lire. Bon, moi, j'adore lire. Et je suis tombée sur une enquête de Carol Dweck dans son livre qui s'appelle Mindset. En anglais, en français, ça a été traduit par Oser vraiment réussir, changer d'état d'esprit. Et dans ce livre, elle raconte quelque chose que je trouve vachement intéressant. Elle parle d'une idée. Comment se fait-il qu'il y ait des gens dans la société qui réagissent mieux à l'échec que d'autres ? Pour elle, il n'y a pas des gens qui seraient fondamentalement immunisés et d'autres qui ne le seraient pas. Et donc, elle fait une enquête auprès de publics jeunes et moins jeunes. Et elle constate qu'il y a 2 groupes, à peu près. Un groupe de personnes qui considèrent qu'on a une intelligence et des qualités données à la naissance et que ça ne bouge pas. Et donc, du coup, la conséquence pour ces personnes-là, c'est qu'en fait, si ça bouge pas, on va éviter de prendre des risques et de s'exposer à des échecs. Parce que si je m'expose à ça, en fait, je pourrais montrer, laisser avoir, mais que je suis fondamentalement quelqu'un de raté. Et ça, c'est très douloureux. De l'autre côté, il y a des personnes qui considèrent que, en fait, nos qualités, nos compétences, en fait, elles peuvent évoluer grâce à des bonnes stratégies d'apprentissage et à une bonne estime de soi. Là, on peut vraiment progresser. Et donc là, forcément, ces personnes-là vont s'exposer plus facilement à la difficulté, etc. Et réfléchir, par exemple, aussi sur les enquêtes du coup, de ces neuroscientifiques, sur le rapport à l'estime de soi et à l'échec. Ça m'a beaucoup aidé aussi à cheminer. Comment on passe de une vie où on a 2 entraînements par jour à rien ? Enfin, tu vois, tu te retrouves alité, t'as rien à faire. Parce que, en fait, c'est aussi un coup d'arrêt important et ça peut amener à l'ennui, ça peut amener à la dépression, ça peut amener à des réflexions et on va y venir de toute façon. Mais comment on gère ça, ce moment où on passe de l'hyperactivité entre guillemets à rien. Stop, rien. Ouais. Qui a duré combien de temps ? 1 an. 1 an. Ouais, 1 an. Au début, on est comme on est, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'arrêter. Tu vois, moi, j'arrivais pas du tout à m'arrêter. Au début, je me dis, bon, c'est super, j'ai du temps, je vais m'inscrire au théâtre, je vais m'inscrire à l'écriture, je vais m'inscrire là. Et puis, je me retrouve avec finalement un planning chargé, alors que j'avais décidé de rien faire pendant 1 an. Et j'arrive pas, tout simplement. J'arrive pas à me lever, j'arrive pas à y aller, parce que j'ai juste besoin de marcher avec mes vaches qui habitaient en face de chez moi. Donc, je marchais avec les vaches. Et en fait, au début, il y a une vraie résistance, je pense. Parce qu'en plus, c'est vraiment un mouvement qui va à contresens de la société. C'est un privilège déjà de pouvoir s'arrêter comme ça. Ça va à contresens. Donc au début, ça peut être un peu choquant. Même pour soi, quoi. Et puis surtout quand on est dans cette quête-là de « Ok, mais ce serait quoi c'est quoi ma valeur si je fais rien ?» Là, t'es en train de dire « oui, mais en fait, je sers à rien, quoi. Je sers à rien. » Mais c'est une phrase que mon psy m'a dit il y a pas longtemps. Il m'a dit « Tu sais, dans la vie, on n'est pas toujours obligé de servir à quelque chose. »
Pas fou. Parce que, tu vois, autant je parlais de racisme intériorisé au début, autant là, on peut parler de capitalisme intériorisé. C'est-à-dire qu'on est là en train de vouloir toujours capitaliser sur ce qu'on peut faire, apporter, tout le temps faire. Quand on est dans ce rapport-là, en tout cas. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire, parce que je fais toujours beaucoup de choses dans ma vie. L'enjeu ici, c'était surtout quels sont les moteurs. Quand le moteur de ce que tu fais, c'est de chercher une espèce de reconnaissance à l'extérieur parce que ça t'a manqué, ça marche pas. En tout cas, je pense, en tout cas chez moi, ça a pas marché. Je pense que ça coûte même. Mais c'est pas que cette quête de reconnaissance qui coûte, hein, c'est aussi du coup toutes les humiliations racistes, etc. Ça, voilà, ça c'est chiffrable. J'en ai beaucoup parlé avec la neuroscientifique Sama Karaki aussi, qui t'explique que une agression raciste, c'est mesurable. L'impact de l'agression raciste, elle est mesurable dans le corps. Parce que les substances de stress qui vont être sécrétées dans le corps, bah ça c'est mesurable, on peut le compter. Et donc forcément, ça a un impact vraiment sur les corps. Mais voilà, une fois que ça c'est dit, je sais plus ce que je disais. mais voilà, tout ça, enfin pour sur le fait de rien faire justement, je pense que c'est presque, alors c'est un peu grand comme mot, mais c'est presque révolutionnaire de rien faire. Tu vois, d'une certaine manière, dans un environnement où... Et c'est presque ce dont on aura besoin, quelque part. Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire, oui, mais on est anti-ralentissement, etc. Mais ça reste quand même une solution assez drastique. et plutôt cool, ça assainit, vraiment. Ça... Et puis surtout, on revient à un rythme, j'ai l'impression, plus humain aussi. Qui correspond plus à ce que l'on est, d'une certaine manière. Mais après, moi, je suis sportive de haut niveau. Donc, quand on est dans le monde du haut niveau, bah, c'est par définition, c'est faire plus que ce que tu peux. C'est te dépasser. Tu vois, mais par essence. Tu vois, voilà, c'est ça, par essence. C'est aller au-delà. Donc, c'était vraiment difficile de sortir de ça. Et en même temps, est-ce que ça génère pas chez toi une peur de déclassement, tu vois, au sens pas social pour le coup, mais déclassement très sportif de ton travail. Ouais. Et la question derrière, c'est qu'est-ce que ça donne une vie qui est animée par la peur versus une vie qui est animée par l'envie de réussir, tu vois, qui sont deux énergies très différentes en réalité. Ouais. Bah, la peur de déclassement, oui, clairement, je l'ai eu. Parce que à ce moment-là, je quitte un club où je joue en Ligue des Champions, où j'ai eu du temps de jeu assez considérable, conséquent. Oui, j'ai peur, mais en même temps, j'ai comme la conviction qu'il va falloir vraiment que je fasse une pause pour mieux repartir. Il faut que je recule pour mieux avancer, quoi. Donc, je me dis qu'après, avec mes efforts, parce qu'une fois que ça ira mieux dans ma tête, je pense vraiment que je pourrais, avec mes efforts, revenir, quoi. Et en étant bien accompagnée, bien sûr. Et puis après, sur la deuxième question, tu peux me la reposer, s'il te plaît? La deuxième question, c'était qu'est-ce qui se passe quand on est animé par la peur versus l'envie de réussir? Ah ouais. Bah, quand t'as peur, t'es fermé, quoi. T'es fermé. Et puis, tu sais, quand t'as peur, c'est marrant, on en parlait un petit peu avant. Quand t'as peur, c'est que tu vis dans un monde exclusif. C'est-à-dire que soit t'échoues et donc t'es un raté, soit tu réussis et t'es quelqu'un. C'est vraiment ça le monde dans lequel je vivais, tu vois. Et donc, un monde où les choses elles sont séparées, c'est pas souple, c'est rigide. Et donc quand t'es rigide, bah tu vois, clairement, quand tu rates un truc, bah t'es susceptible aux remarques. Du coup, tu vas te mettre à travailler encore plus pour montrer que vraiment tu peux le faire. Donc c'est super dans le sport de haut niveau finalement parce que c'est valoriser le fait de travailler. Mais encore une fois, l'enjeu c'est quels sont les moteurs, quoi, à ce moment-là. Et moi, quand j'étais dans ce truc-là, bah j'étais toujours, t'es crispé, quoi. Il y a une vraie crispation parce que t'as vraiment l'impression que c'est un enjeu de survie presque, tu vois, de réussir, quoi. Bien sûr. Et donc, une vie de peur, c'est une vie de crispation. Et une vie de crispation, encore une fois, c'est une vie où ça casse. Est-ce qu'il y a beaucoup de masques dans le milieu sportif de haut niveau? Bah ouais, bien sûr. Bah tu vois, par exemple, le mythe d'être fort. Moi, je pense que personne n'est fort exclusivement. Teddy Riner. Voilà. Oui. Non, mais Teddy Riner, il est fort, mais même Teddy Riner, pour moi, pour le coup, c'est le gars qui parle depuis toujours qu'il a une psy. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, c'est un gars, je pense, qui est aussi à l'aise avec ses failles et sa vulnérabilité. Et donc, ça te permet d'être vraiment fort. Parce que du coup, quand tu peux
être vulnérable et fort, le moment où t'es fort, c'est-à-dire que t'as choisi d'être fort. Et quand t'es vulnérable, t'as choisi d'être vulnérable. Par contre, quand tu dois toujours être fort, justement, t'es en train de tenir un masque. Et ce qui est dur, c'est que tu ne souffres pas d'être vulnérable, tu souffres de devoir tenir ton personnage dans ta comédie où il faut être que fort. Et je pense que c'est ça qui nous fait souffrir souvent. Pareil, quand tu entretiens le masque d'être quelqu'un qui réussit, au fond, tu souffres pas de l'échec. Alors oui, tu peux souffrir un peu de l'échec, mais surtout, tu souffres de toujours devoir entretenir l'image de quelqu'un qui réussit. Donc tu souffres de devoir peut-être simuler une réussite là où en fait tu avais échoué, ou peut-être de te taire sur tes difficultés, et donc de pas pouvoir bénéficier de l'aide des autres parce que tu ne veux pas montrer que tu es en difficulté. Tu souffres d'une solitude du coup aussi, là où tu pourrais te mettre en lien avec les autres en partageant ce qui est ce que tu traverses tout simplement. Ouais. Est-ce que le fait d'être arrêté comme ça t'a fait te questionner sur ce que j'appellerais ton drive, en tout cas ta raison d'être, tes valeurs? Parce qu'en fait, moi, c'est souvent une question que je pose, tu vois, avant, quand je rencontre des gens, tu vois, plutôt que de leur demander ce qu'ils font, je leur demande c'est quoi ton drive, qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie. Et je trouve que c'est une question intéressante, mais je me rends compte qu'il y a plein de gens qui savent pas forcément répondre. Ils sont un peu décontenancés par cette question parce qu'ils n'ont pas forcément réfléchi. Est-ce que toi, tu as dû revoir, parce qu'en tout cas, d'être sportif de haut niveau, de faire Sciences Po, enfin, tu vois, t'étais, entre guillemets, une go-girl, tu vois, comment on pourrait appeler ça. Et là, d'un coup, tu fais stop. Ouais. Et du coup, t'es une introspection forcée, d'une certaine manière. Est-ce que ça a remis en question ton drive, tes valeurs, tout ton système, pourquoi tu fais les choses? Ouais, clairement. J'avais un carnet dans lequel j'écrivais c'est quoi mes valeurs. Donc tout le temps, j'essayais de comprendre. Je connaissais même pas ce mot. Tu vois, moi, si tu m'avais posé cette question il y a 4 ans, je t'aurais dit valeurs, c'est quoi Tu vois, C'est-à-dire voilà, qu'est-ce que... La gentillesse. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quoi le truc? Donc déjà, j'ai dû faire tout un inventaire de mots. Donc, ouvrir des dictionnaires pour découvrir de nouveaux mots. Parce que je savais pas c'était quoi des valeurs. Franchement, je savais pas ce qui me drivait vraiment. J'avais plutôt l'impression d'être drivée par quelque chose qui me drivait sans que je sois vraiment là. Tu vois, je sais pas trop comment décrire ça. Ouais, non, mais c'est ce que c'était vraiment un pilotage automatique, tu vois, un truc où... une envie d'appartenir et une peur d'échouer. Ouais, en fait, c'était ça ton drive. C'est ça mon drive, exactement. J'étais motivée par la peur d'échouer. Et c'est ça qui me motivait à réussir. C'était bizarre, tu vois, c'était dommage parce que, enfin dommage, c'était désagréable parce que du coup, j'étais pas connectée à quelque chose qui me mettait en joie, en fait. Ce qui me mettait en mouvement, c'était la peur. Et en soi, les émotions, c'est ça, hein, c'est émovere, c'est mettre en mouvement le corps. Donc la peur, ça peut aussi mettre en mouvement, ça peut être un moteur aussi. Sauf que c'est un moteur qui va, quand il est associé à beaucoup de stress, ça sécrète des substances qui te mettent pas bien, quoi. Et oui, donc j'ai dû revoir ça un petit peu. Et en fait, être à l'arrêt, ça m'a permis aussi de reprendre le temps de me connecter à ce qui était précieux, quoi. L'amour du jeu, aller dans les gymnases quand j'en avais envie. Parce que c'est vrai que quand on pratique beaucoup comme ça depuis qu'on a 14 ans, enfin, en tout cas, je suis rentrée en sport-études à 14 ans et donc quand tu pratiques beaucoup comme ça, tu t'entraînes 2 fois par jour pendant 10, 20, 15, 20 ans, forcément tu peux saturer par moment et quand tu perds ce lien à ce pourquoi t'es là, effectivement là ça peut être grave. Donc j'ai repris goût à ça, aller dans les gymnases quand j'en avais envie, prendre le temps de juste marcher avec des vaches comme je disais tout à l'heure, rentrer chez mes parents en Centrafrique, marcher pieds nus, se reconnecter à des choses simples, tu vois, se reconnecter à la terre, se reconnecter à mon souffle, à ma sœur aussi, parce que mine de rien, ta famille, tu la vois pas beaucoup quand t'es sportif de haut niveau, à mes amis, prendre le temps de les visiter, de rester plus que 24 heures, et de passer du temps avec les gens qu'on aime, et puis après, d'investir aussi tous les champs qui me passionnent, redonner de la place juste au jeu, à la passion, à l'amour des autres. Ça fait du bien. Et cette période, ça a été aussi un moment où t'as
dû travailler. Je sais pas si tu as dû travailler, si c'est revenu. Je sais pas exactement. Je serais curieux de comprendre d'ailleurs quelque chose de très traumatique qui t'est arrivé. Ouais. Tu peux nous en parler, sans doute, parce que c'est dans ton livre, donc j'imagine que tu as moins de problèmes pour en parler aujourd'hui, mais sur lequel tu as dû travailler également. Ouais. En fait, au moment de ma blessure, ce qui est marrant, c'est que j'avais jamais vu de psy. Et donc, j'ai mon psy au téléphone. Donc, j'ai toujours eu que au téléphone, mon psy. Et je lui dis, écoute, voilà, je me suis blessé le ligament croisé du genou. Mon agent m'a dit de voir un préparateur mental. Je pense que ça peut être intéressant, effectivement. Mais j'aimerais d'abord vous parler d'un truc. Quand j'étais petite, je devais avoir 5 ou 6 ans, j'ai été agressée sexuellement. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça là, je vois pas trop le lien, mais voilà, je pense que ça peut peut-être nous servir, ou j'ai l'impression que c'est le moment où je dois en parler. Et donc, ouais, je lui raconte ça. Moi-même, je sais pas pourquoi. En fait, je sais pas d'où ça vient, quoi. C'est assez particulier, je sais pas trop d'où ça vient. Mais moi, ce que m'ont dit mes amis, en tout cas, qui m'observaient, c'est qu'il y avait alors, ils savaient pas forcément que c'était ça, le truc, quoi. Mais en tout cas, c'est que ce moment de rupture, c'est un super moment pour nettoyer tout ce qu'il fallait nettoyer, quoi, tu vois. Parce qu'en fait, cette agression sexuelle, c'était un inceste. Et ouais, je sais pas trop d'où c'est venu. Ça m'est remonté comme ça. Et en fait, dès la première séance avec mon psy, ce qui se passe, c'est d'abord, on définit les termes du sujet, parce que c'est important, tu vois. Dire inceste, c'est pas pareil que dire viol ou dire agression sexuelle, parce que les mots que tu utilises ont un impact sur ton corps, quoi. Et il faudrait pas ajouter de la souffrance à la douleur avec un mauvais choix de mots. Donc voilà, on a pu définir dès le premier jour voilà, que c'était effectivement un inceste, et que dans l'inceste, il y a vraiment une rupture du lien de confiance entre le je et le nous, entre moi et le collectif. Il y a une vraie difficulté à faire confiance aux autres. Tu vois, ça par exemple, je peux faire un lien du coup derrière avec quand je suis en difficulté sur le terrain de handball, c'est difficile pour moi de m'exposer, d'être vulnérable de manière délibérée, parce que la vulnérabilité, c'est associé à quelque chose de très dangereux, en fait. Et donc, tu vois, symboliquement aussi, je me suis fait une rupture du ligament croisé du genou. Comme s'il y avait quelque chose au niveau de... Comme s'il y avait du coup une trop grosse raideur dans ma relation à l'autre, dans ma relation à moi, et qu'il était temps de l'assouplir, de retrouver un peu plus d'air, de respirer, Et donc voilà, explorer cette blessure-là de l'enfance, ça a été aussi c'était un chemin assez intéressant dans mon rapport à moi, à l'amour de soi, à l'estime. Enfin voilà, si t'as d'autres... Enfin, je sais pas trop... D'ailleurs, c'est marrant parce que... Enfin, je sais pas si c'est marrant, mais... Ouais. Mon frère dirait le genou, c'est pas neutre, parce qu'il y a le je et le nous, en l'occurrence. Et tu as commencé par ça, en fait, en l'occurrence. Est-ce que ça... Parce que, en fait, de manière... très étonnante pour moi, en tout cas, parce que j'y avais jamais réfléchi. C'est un inceste sur une petite fille, toi donc, qui a été fait par une femme. Et en fait, moi, j'avais jamais vraiment pensé, je sais pas, c'est idiot peut-être de ma part, mais j'ai toujours pensé à l'inceste d'un homme, mais pas d'une femme. Et ça, c'est étrange, et je me demande dans quelle mesure ça a perturbé ta relation aussi aux autres femmes, tu vois, d'une certaine manière. Moi, ce qui est sûr, c'est que je crois que ça a participé un peu à mon déni. Alors, un déni, je savais très bien que j'avais été incestée, c'est-à-dire que toute ma vie, j'en avais conscience. Des fois, ça me revenait, je me mettais à pleurer très fort, mais j'avais pas l'impression que ça m'avait impactée. C'est très bizarre de dire ça comme ça, mais comme, quelque part, tu vois, je réussissais un peu ce que je faisais, j'avais pas l'impression que ça me perturbait dans mon être, parce que mon être, c'était ce que je faisais. Donc, j'avais pas du tout l'impression d'être perturbée, tu vois, pour faire ce que je voulais. Mais effectivement, je crois que déjà, il y a un peu des clichés autour des femmes. Tu vois, cette idée que les femmes seraient fondamentalement douces et gentilles, qui nous empêche d'imaginer ça.
Moi, ça m'a... C'est marrant, j'ai jamais réfléchi à cette question. Mais ça m'a... En fait, je sais pas si la question de si c'est une femme, c'était vraiment important, parce que ce qui était important, c'était plus le rapport global à l'intimité, peut-être. Que c'est quelque chose où du coup on me touche pas. Je pense que c'est quelque chose du coup de très partagé par toutes les personnes qui ont été incestées ou agressées dans l'enfance. On rentre pas dans mon cercle, ou si on rentre, alors il y a très très peu de monde qui peut rentrer. Ou alors... ouais, je sais pas. Mais l'enjeu, c'était surtout un enjeu, tu vois, d'intimité. Comment j'en parle pas. Tu vois, comment j'en parle pas, comment je dis pas à quel point je suis mal à l'aise avec ce sujet des fois. Tu vois, je vais mentir et dire bah oui, mais moi, oui, bah ça va, c'est cool. Et comment c'est que en grandissant que du coup tu commences à voir qu'il y a d'autres personnes à qui c'est arrivé aussi, et du coup elles aussi sont en difficulté parfois avec ces sujets-là, et donc te dire ah ouais, ok, t'es pas obligé de mentir, tu peux juste dire que c'est pas un espace safe pour toi de base, et donc ok, là je vais en parler, et donc et débloquer des trucs à ce niveau-là. Ça a été l'occasion de le dire à ta mère ou à tes parents? Ouais, ça c'était très particulier de le dire à ma mère. Parce que c'est passé dans un contexte, comme souvent les incestes, hein, bah d'ailleurs. Oui, à la maison. Ça se passe à la maison, dans un contexte très... familial, tout à fait quoi. familial, tout à fait... on peut pas soupçonner, en fait, que ça se passe, tellement c'est un contexte, c'est banal. On est là, on est en train de manger. Parfois, il peut se passer 5 secondes, parfois, c'est 1 heure. Enfin, voilà. Ouais, j'en ai parlé avec ma maman, c'était très particulier, c'est une scène que j'ai beaucoup aimé écrire dans le livre, c'est bizarre de dire ça, mais en fait quand j'écrivais, à un moment donné, je me suis dit bon, il faut quand même que je lui en parle, parce que c'est vrai que je lui en ai parlé que parce que le livre allait sortir. Oh wow, ok. Ouais, je pense pas que je lui en aurais parlé autrement, parce que j'avais l'impression que je la ferais souffrir pour rien. Que je lui raconterais un truc ça vaut pas forcément le coup de le poser là, et donc je décide de lui en parler aussi parce que j'ai l'impression que si un jour je veux des enfants, ça permettrait de briser un truc, tu vois, de casser un truc. Bah bien sûr, je pense, elle réagit comme une maman. Moi, je réagis comme une enfant qui avait besoin d'aide à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle se met elle a quelques mots, quelques onomatopées, et puis après, plus rien. Et ce qui était marrant, c'est qu'elle regardait la télé à ce moment-là, et que elle a pris la télécommande, et elle a zappé. Et tu vois, zapper, c'est vraiment zapper. Elle a zappé l'info, quoi, presque. Ce que je lui disais, tu vois. Enfin, dans l'image, je trouvais que c'était une scène assez marrante d'avoir ça. Elle a zappé. Je lui dis le truc. Elle me dit quoi? Elle prend la télécommande, elle zappe, quoi. Je peux plus entendre ça. Et elle s'exprime pas. Enfin, elle s'exprime pas, elle arrive pas à parler, quoi. Moi, je lui demande, mais elle me dit, mais c'est qui? Mais c'est quelle femme? Mais c'est qui? Et tout. Et moi, je dis, mais moi, tu me demandes pas comment ça va, comment j'ai fait pendant 26 ans. Et donc, moi, je pense que sur le coup, je lui en veux un peu. J'en parle après avec ma meilleure amie. Elle me dit, mais c'est pas à toi qu'on va expliquer la sidération. Et j'ai dit, bon, ok, d'accord. Mais en fait, on reste juste là, comme ça, à se regarder, à pleurer un peu, tu vois. Mais je pense que ça nous fait du bien. Pas parce que ça finit bien à la fin, juste parce que ça a été dit, et que, tu vois, ça me fait penser au film Les Rivières de Mai Hua. Elle dit souvent que les rivières, il y a des endroits dans le monde où, quand l'eau elle est gelée, bon bah voilà, elle gèle, mais au printemps, quand il se remet à faire chaud, ça pète. C'est la débâcle, ça fait pop, 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 pop. Et en fait, le fait que ça pète, bah, ça remet juste de la circulation, ça fluidifie. Et encore, tu vois, moi je refais le lien avec mon genou, ça remet de la souplesse dans mon articulation, genou. Je peux faire confiance, on peut s'effondrer sans casser. C'est-à-dire que oui, elle s'effondre quand je lui raconte ça, mais elle va pas casser pour autant, elle va pas fondre, elle est pas en sucre, quoi. Ça va aller, ça va aller. On peut traverser des moments durs sans pour autant disparaître. Et il nous faut ces moments durs, tu vois. J'ai l'impression qu'il nous faut être capable de reconnaître, alors pas il nous faut ces moments durs, mais plutôt de reconnaître
qu'ils font partie de notre expérience de la vie et que, encore une fois, c'est quand on essaie de séparer les choses en bien, mal, en fort, vulnérable ou faible, en ça on veut pas, que ça se durcit. Et c'est quand c'est dur que du coup on manque de marge de manœuvre. Parce que quand on peut choisir entre l'un et l'autre, on est souple, on est libre. Quand on est coincé dans une représentation des choses, justement on est coincé, on est enfermé à l'intérieur. Alors que justement on pourrait circuler avec plus de fluidité. Et alors comment tu te sens aujourd'hui ? Pas aujourd'hui, mais dans l'absolu par rapport à tout ça. Je me sens... Libérée ? Ouais, je me sens bien, je me sens heureuse, je me sens tranquille. Ouais, je me sens tranquille. Pourquoi t'as ressenti le besoin de l'écrire ? Parce que tu l'as pas dit pendant 26 ans. Si tu l'as pas dit à tes parents, tu l'as pas dit tout court, j'imagine. Pas à ta sœur ou rien. Non. Donc c'est une sorte de coming out public. C'est étonnant en fait de vouloir... Enfin c'est étonnant. Ou pas, tu vois, je suis curieux de comprendre la démarche en tout cas, de se dire, tiens, je vais... Plutôt que de le dire à mes intimes, donc ma mère, ma sœur, je sais pas, mes amis, je vais l'écrire dans un livre. En fait, ce qui est marrant, c'est que moi, je voulais pas écrire forcément cette histoire. Moi, je voulais juste écrire un livre pour le plaisir d'apprendre à faire un truc. Vraiment, dans ma liste de choses à faire pour la première fois et donc du coup de débunker ce rapport à l'échec, tu vois, il y avait un peu de ça. Juste écrire pour le plaisir, apprendre à me mettre dans une démarche où je fais quelque chose que je sais pas faire, quoi. Et donc, c'était vraiment ça l'exercice de base. Et puis après, c'est ce qui m'est venu parce que c'est comme si c'était nécessaire que j'écrive ce livre-là. Tu vois, mes auteurs préférés, Salman Rushdie, Leila Slimani, ils disent toujours un livre, tu l'écris juste parce qu'il... Enfin, on doit écrire un livre parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et c'est vrai que moi, celui-là, je ne pouvais pas faire autrement que de l'écrire. C'est un peu comme si je n'avais pas vraiment choisi de le faire. Donc c'est paradoxal quand je te dis, je voulais écrire et en même temps, je n'ai pas choisi. Tu vois, bon. Mais il y avait un peu... Voilà, c'est ça, il y avait un peu des deux. Il y avait ce truc de, je voulais écrire, et puis en même temps, ce sujet-là, il fallait que je l'écrive. J'ai des amis qui diront peut-être que ça fait partie de ma personnalité qui a cette tendance peut-être à peindre la chambre en rose, tu vois, à romancer un petit peu certaines choses. Écrire sur l'inceste, c'était une manière aussi de le mettre un peu... de fermer le livre, tu vois, peut-être. Et puis, tu vois, il y a Salman Rushdie que j'aime beaucoup, donc un romancier que j'aime très beaucoup. Connu. Ouais, voilà. Et qui disait, qui, dans son dernier livre, Le Couteau, à un moment donné, on lui pose la question, l'écriture, est-ce que c'est la thérapie ? Et il répond, moi, j'aime pas l'idée selon laquelle l'écriture serait la thérapie. L'écriture, c'est l'écriture, la thérapie, c'est la thérapie. Mais il se pourrait qu'en écrivant cette histoire de mon point de vue, cela me fasse du bien. Et j'aime bien cette idée. Je crois que... Sachant que cette histoire avec le couteau, il explique son agression tentative d'assassinat. Ouais, c'est ça. C'est le couteau, c'est un récit, réflexion à la suite d'une tentative d'assassinat. Exactement. Et donc voilà, ça m'a fait du bien. Et c'est pour ça que j'ai écrit. Je pense que c'est parce que j'avais envie de me faire du bien. Et je crois que quand on le fait avec cette intention-là, peut-être que de le donner à lire, ça permet de créer aussi ça. Un espace de... le titre, c'est un espace de vulnérabilité partagée. Ouais. Mais justement, je crois que créer cet espace en soi et le donner à lire, c'est parfois peut-être aussi autoriser l'autre. Moi, les livres, ils m'ont beaucoup fait ça. Donner cet espace, cet effet miroir très, très fort par la volonté, en tout cas moi qui était la mienne en écrivant, d'être tellement transparente, tellement authentique dans mes contradictions, dans mes paradoxes, dans mes peurs et tout, que en fait la personne, bien sûr, elle lirait mon histoire, mais ça viendrait interpeller chez elle peut-être un tout petit peu de ce qu'il y a d'universel, quoi, et de ce qu'il y a aussi dans sa propre histoire. Est-ce que moi, la réflexion que je me suis fait, en fait, en lisant, je me suis demandé si ça te permettait de sortir du rôle de victime, tu vois, de reprendre le pouvoir, entre guillemets, sur ton histoire. Je crois que c'est plus dans l'autre sens. Moi, j'ai jamais voulu justement être victime. Et je crois que écrire, ça m'a permis de faire les deux. C'est-à-dire à la fois de reconnaître qu'il y avait eu
inceste, qui avait eu des dommages, tu vois. Donc c'était important ça, parce que ça fait partie, tu vois, quand on parle de reconnaissance, des fois on croit que la reconnaissance c'est d'avoir quelqu'un qui te dit bravo, t'as des médailles et tout. Parfois la reconnaissance c'est de dire, bah là j'ai été blessée, il faut que je prenne le temps de constater ma douleur. Et c'est ça en fait la racine du mot vulnérable, c'est vulnérare, c'est un animal qui est blessé. Et il faut prendre le temps de constater, sinon voilà, faut prendre un temps. Et donc l'écriture ça a été ça, c'était prendre un temps. Après la thérapie, bien sûr. Et ensuite, effectivement, c'était une manière... effectivement, parce que quand tu l'écris de ton point de vue, tu choisis. Parce que écrire, c'est aussi ça. Et je pense que c'est pour ça que je voulais faire cet exercice-là. Écrire, c'est choisir l'histoire que tu veux raconter et que tu veux te raconter aussi. Parce que là, depuis tout à l'heure, j'ai décidé d'analyser une blessure. Parce qu'on peut aussi se blesser et juste faire sa rééducation et repartir sur le terrain, tu vois. On n'est pas obligé de faire tout ça. Donc, j'ai juste décidé de me raconter une histoire qui, à la fin, me fait du bien, me donne effectivement un sentiment de dignité, me redonne un sentiment d'estime qui est fort, et m'a redonné aussi beaucoup de goût à essayer des choses, à jouer au handball, à être avec mes amis, à partager, à être en lien, en fait, avec les autres. Et à quitter ce monde où j'étais dans la raideur, c'est soit t'es ça, pour investir un monde où on peut être ça et ça. On peut être fort et fragile. Et en plus, quand on peut être les deux, du coup, on s'offre la possibilité de choisir quand c'est opportun de l'être. Bien sûr. Est-ce que t'aurais peut-être un conseil, je sais pas si c'est un conseil, mais une chose à dire aux personnes qui nous écoutent et qui ont été victimes d'inceste? Parce que les statistiques font que nécessairement, dans les gens qui nous écoutent, il y a une bonne partie qui ont été victimes d'inceste. Ouais, l'inceste, c'est 1 personne sur 10. Alors dans le livre, je m'énerve contre ce chiffre parce que je dis, mais les gens, ils sont intéressés que par les chiffres. 1 personne sur 10, ils te demandent pas ce que ça fait dans le corps. C'est ça. J'ai pas de conseils. Moi, parce que je sais pas comment ça se gère. Je pense que ça se gère pas. Je pense que ça abîme le terrain de l'existence pour toujours. Tu vois, moi j'ai des spasmes à la main gauche quand j'y pense, quand je vois des films, quand je lis des livres, mais je suis obsédée par ça, je suis obligée de le faire. C'est comme si j'étais obligée de le faire quand il y a un truc qui sort. Parce que j'ai l'impression aussi que c'est une manière de faire sortir ce qui est coincé. Peut-être des fois la honte, des fois la peur, des fois... Moi, je sais pas. Je sais pas si je donnerais des conseils aux gens qui traversent des incestes parce que j'ai l'impression que c'est tellement... y a pas de conseils. Par contre, je donnerais peut-être des conseils aux gens qui les entourent. C'est ce que j'allais dire. Tu vois ? Ouais. Moi, je pense à ma meilleure amie. J'ai partagé dans le livre une capture d'écran d'une conversation qu'on a eue un jour. Je lui ai dit, j'ai envie de crier. Elle me dit que l'inceste, ça devrait pas se faire, c'est moche. Elle me dit, je viens crier avec toi, on s'inscrit où ? Et ça, être en capacité de souffrir avec, plutôt que de dire ça va aller, oh là là, je comprends, ou des trucs comme ça, des fois ça fait le plus grand bien. Parce qu'en fait, c'est une manière aussi de reconnaître à quel point c'est... Alors, c'est monstrueux, mais attention, c'est pas monstrueux dans le sens où les gens qui le font sont des monstres, et donc du coup c'est juste des gens qui sont hors de la société, parce que c'est des gens qui sont avec nous. C'est monstrueux dans ce que ça laisse dans la chair, voilà. Mais avoir des gens comme ça qui sont autour de toi et qui sont dans cette capacité, et c'est même pas de l'empathie, c'est même pas de la compassion, c'est juste d'être là avec toi, être là avec toi quand c'est nécessaire, parce que au fond on pleure pas tous les jours, tu vois, on va pas pleurer tous les jours, mais des fois il va y avoir des enjeux. Quand tu rencontres quelqu'un avec qui tu vas avoir des rapports sexuels, quand tu n'arrives pas à être vulnérable, quand il va y avoir ces enjeux-là, et être capable de juste être là, d'écouter, des fois, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et peut-être le truc que je dirais, c'est dans ce rapport-là, tu vois, à s'autoriser à être ça et ça, à être fragile parfois.
Moi, je m'autorisais pas ça. Est-ce que tu t'autorises plus? Il y a tout un sujet dans ton livre sur les injonctions à la performance et au bonheur. Est-ce que d'une certaine manière, c'est aussi t'autoriser à sortir de ces injonctions, performance et bonheur? Enfin, le bonheur étant une forme de performance en tant que telle. Oui, bah oui. Bah ouais. Franchement, c'est une manière de... Bah, je sais pas, c'est vraiment ce truc qui me drive aujourd'hui, c'est essayer d'être sur cette voie du milieu. C'est de se dire... je sais pas en fait ce que serait le bonheur, je sais pas ce que serait... Finalement, la performance ultime, on sait pas, enfin, chacun peut la définir selon ses critères, mais tu vois, si par exemple on revient sur ce truc du bonheur, bah, moi je sais pas ce que c'est. J'ai plus cette réflexion de me dire, bon, bah, des fois, il y aura des moments de joie, et des fois, il y aura des tragédies, quoi. Et j'ai l'impression que depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Ça veut pas dire qu'on est impuissant face à la vie, etc., qu'on n'a pas le choix quand il y a des tragédies et compagnie, mais apparemment ça fait partie de l'existence humaine, quoi. Et que je crois que ce qui aujourd'hui pose problème dans la quête du bonheur telle qu'on peut la vendre, telle qu'elle est marketée et tout, c'est qu'elle voudrait effacer la moitié de la vie, c'est-à-dire effacer toute la partie où c'est moche, c'est pas agréable, etc. Je suis pas en train de dire que je voudrais pas qu'il y ait plus d'inceste dans le monde, hein. Ça, je serais contente. Franchement, ce serait super. Tout le monde, je crois. Ce serait top. Vraiment, ce serait super. Ce que je dis, c'est que quand c'est là, c'est très douloureux de lutter dans sa tête pour que ça disparaisse, en fait. Parce que ça a été... ça a été... Et je pense que c'est toute la lutte, en fait, la lutte contre la moitié de ce que peut représenter une vie humaine. C'est-à-dire tout ce qui serait mal, les émotions négatives, tout ce qu'on appelle les émotions négatives, alors que ça fait partie du jeu. Faut aller voir Vice Versa 2 d'ailleurs pour ça. J'ai pas encore vu. Trop mignon. Et ça semble simplet comme ça, mais je crois qu'il y a une vraie morale intéressante dans notre capacité à accepter de passer de l'un à l'autre. Et c'est justement, je crois que c'est ça la vraie force. Mais en fait, la vraie force, et encore, ça voudrait dire que la force c'est mieux que tout, mais c'est une forme de... J'ai l'impression que c'est une forme de... En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me fait du bien. En tout cas, c'est la souplesse. C'est pas la force, c'est la souplesse. Ouais. Ou la souplesse est une force. Ouais, voilà. Ouais. D'une certaine manière. Ouais. Et la souplesse dans les émotions. Et dans les émotions, dans le rapport aux autres. Parce que je crois aussi que c'est ça qui est agréable. Tu vois, si t'es tout le temps quelqu'un qui veut paraître celui qui réussit, en fait, tu viens voir les autres, tu leur dis, bah voilà, moi j'ai ça, mais tout le monde te regarde en mode... en fait, t'es infréquentable parce que du coup, t'as tout. Nous, on est là, on galère et tout. Bon, on va pas passer de temps avec toi, quoi. Donc, et je crois que c'est cette souplesse-là aussi qui nous permet d'être en lien, fait, finalement, avec les autres. C'est cette capacité à être juste tel qu'on est, mais complètement, qui nous connecte. Je crois qu'on se connecte pas que à partir de nos masques. De nos masques, bah ouais. En fait, c'est des masques qui se parlent entre eux. Ouais, c'est ça. C'est Instagram. Mais du coup, c'est ça. Mais du coup, ça se connecte pas. Bah non. On n'agrippe pas. Et je crois qu'il faut des aspérités pour qu'on puisse s'agripper les uns les unes aux autres. Et justement créer des vrais liens, des liens qui sont durables, qui sont authentiques, et qui nous permettent vraiment de traverser cette vie dans tout son tumulte et dans toutes ses joies. Ouais, j'ai tendance à dire que sur une surface lisse, tu glisses, tu vois. Et en fait, s'il n'y a pas d'aspérité, en fait, tu peux pas t'accrocher. Et tu peux pas tomber amoureux, tu peux pas... Enfin, je parle de l'autre pour le coup. Si la personne, elle est, entre guillemets, parfaite, ou en tout cas qu'elle montre que des masques, du coup, je vois pas à quoi tu vas t'accrocher, c'est quasiment impossible. Ouais. Tu parles beaucoup du silence aussi dans ton livre, et de la méditation. Ouais. Quel rôle ça a joué dans ta vie, dans ta rééducation, mais aussi dans tout ce travail, le silence? Tu différencies les silences d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Oui, je différencie. Je vais peut-être commencer par ça. Les silences, je les différencie beaucoup parce que pour moi, il y a le silence, par exemple, de la sidération. Donc, il y a quelque part un silence pas vraiment choisi, qui est un silence défensif, qui est nécessaire, je crois.
Parce que je crois que le déni, c'est un truc super. Ça sauve. Je crois que c'est un truc super. Mais qu'encore une fois, finalement, le temps nous aide après à enlever ça. Mais voilà, je pense que c'est un silence qui existe, qui n'est pas vraiment choisi. Moi, j'aime beaucoup le silence introspectif et le silence méditatif. C'est des silences qui m'ont beaucoup accompagnée dans ma rééducation et dans cette quête de valeur personnelle, en tout cas intime. Parce que, encore une fois, le silence, c'est assez subversif, tu vois. Le fait de juste rien faire et de se poser et de se taire, c'est pas évident, encore une fois, tu vois, comme le fait de ne pas travailler et tout, c'est pas évident. Et puis surtout, je crois que c'est un mouvement important quand on a besoin de se défaire des injonctions, justement, dont tu parlais tout à l'heure. Parce que souvent, on a plein de voix dans la tête. Voilà, je te parlais de la voix de ma maman au début, qui, pour me protéger, me partageait certaines idées, mais voilà, c'est des trucs que j'ai intériorisés. La voix de la société, voilà, réussir, c'est ça. C'est comme ça qu'on fait, etc. Donc en fait, dans tout ce bruit, c'est incapable de s'entendre. Enfin, voilà, tu peux même pas entendre le battement de ton cœur, c'est-à-dire il y a trop de bruit, quoi. Et donc le silence, c'est une manière de n'entendre plus que sa voix. Même si on sait que sa propre voix, elle est contaminée, ou en tout cas, elle interagit tout le temps, depuis qu'on est tout petit, avec toutes les autres voix. Donc en fait, on n'entend jamais vraiment ta voix dans l'absolu, je pense. Mais en tout cas, tu retrouves un espace dans lequel tu peux t'interroger, questionner, ok, pourquoi on m'a vendu cette définition-là, la réussite, pourquoi on m'a vendu ça, et puis revenir peut-être à quelque chose de plus intime, à quelque chose qui vraiment fait battre ton cœur très fort, quelque chose qui, quand il y est, te suspend, enfin, tu vois, te met vraiment en suspens, tu déconnectes un peu de tout, t'es présent pleinement à ce que tu es, ce que tu fais. Et puis moi, la méditation aussi, dans ce sens-là, ça m'a apporté... tu sais, moi, avant, je pensais que la méditation, c'était un peu se percher sur une colline au sommet de l'Himalaya et être là, comme ça, loin, coupé de tout et de tout le monde. Et en fait, je me suis formée dans l'école de Fabrice Midal, l'école de la méditation, et il dit que c'est pas du tout ça, la méditation. La méditation, c'est juste... c'est une manière de vivre, en fait. C'est juste, déjà, c'est juste être là et rien faire, ce qui est très difficile dans une société performative comme la nôtre. Donc déjà, c'est un premier mouvement. C'est ça. Pour moi, c'est déjà être capable d'apprécier la chose la plus simple, c'est de vivre. Christophe André dit quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Méditer, c'est aussi s'autoriser à être là pour rien. Encore une fois, à être là sans avoir à justifier son droit d'exister, sans avoir à se justifier par des performances, par un travail, par un salaire, par un couple. Voilà, c'était là pour rien, juste pour toi, c'est tout. T'as le droit d'être là, tu profites juste de la chance que t'as eue d'être tiré à la loterie du spermatozoïde avec les ovules. Et donc, voilà, tu t'assieds et tu profites du fait d'être là. Rien que ça. C'est pas mal. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais des histoires que tu te racontes. Ouais. On se raconte tous des histoires. Et c'est important de s'en rendre compte, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ne réalisent même pas qu'ils se racontent des histoires. Est-ce que dans ces histoires que tu te racontes, il y a encore des pensées limitantes ? Bah oui. Bah oui. Bah oui. Par exemple, si je prends le terrain du handball, j'ai plein d'endroits où, parce qu'un jour j'ai fait un tir comme ça, je suis là, du coup forcément là toutes les gardiennes elles vont se dire que là Melvin elle va tirer comme ça, et donc tu crées des histoires. Et quand tu crées ton histoire, en général, ce qui est marrant, c'est qu'elle se réalise, quoi. Oui, bien sûr. Voilà, ça, vraiment, ça va mal se passer, ce match, c'est sûr, et tout, nanan. Et donc, la conséquence, quand tu penses ce que tu penses, c'est que tu agis comme tu penses, et que, voilà. Et c'est encore une fois cette même histoire de vivre une vie de peur ou vivre une vie animée par l'envie de réussir. Si tu vis une vie de peur, en fait, t'as peur d'échouer. Donc, dans tes comportements, tu vas faire en sorte d'éviter de faire quelque chose. Bien sûr. Alors que quand tu vis une vie où t'es animé par l'envie de réussir, tu fais comment je fais pour. Et c'est là que dans le sport, on a un accompagnement qui peut être super avec la préparation mentale, où en fait, on crée les conditions de la réussite. On crée donc déjà ton bien-être, donc on s'assure que t'as des conditions qui sont bien, ou si t'as des conditions qui sont difficiles, par exemple dans ta famille ou des trucs comme ça, on va faire en sorte de trouver un espace à l'intérieur de toi où tu peux trouver une espèce d'ancrage indépendant de ce contexte-là familial, par exemple, pour quand même mobiliser tes capacités pour réussir. Et donc,
Ouais, des histoires, je m'en raconte encore plein. Mais pour ça, j'ai mon psy j'ai la chance, et aussi du coup préparateur mental. Et donc, on bosse sur toutes ces choses-là, notamment sur l'état de flow, par exemple, comment tu cultives les conditions de ton bien-être pour optimiser ta capacité à performer le jour J, en fait. Ça, c'est un truc que j'adore faire dans la compréhension. Comment on fait? Du coup, j'ai envie de savoir. En fait, déjà, tu pars d'une première question. Plutôt que de dire comment je fais pour pas échouer, déjà, tu pars de comment ça marche quand ça marche. Première question, quoi. Tu changes vraiment le paradigme dans lequel tu vis. Ça veut pas dire que ça marche à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de choses qui dépendent pas de toi. Sur un jour de match, ton adversaire, il peut être 10 lieues au-dessus de toi et tu prends 10 buts quand même. C'est pas grave. Le truc, c'est de se dire, OK, comment ça marche quand ça marche? C'est-à-dire que quand un match, ça se passe bien pour moi, quelles ont été les conditions, en général, qui ont fait que ça s'est bien passé? Par exemple, déjà, je me suis entraînée tous les jours. Parce que souvent, tu vois, quand on parle de confiance en soi dans le sport, on va dire, voilà, tu vas te mettre devant un miroir, enfin tu vois, un peu la méthode Coué, tu te mets devant un miroir, tu dis confiance. Non, je pense que ce qui donne confiance dans le sport, c'est le travail, et même dans tout, j'ai l'impression. Ce qui te donne confiance, c'est ta capacité à te dire je sais le faire, c'est à l'avoir fait, en fait. Donc déjà, tu travailles. Donc, ok, ce qui me donne confiance, ce qui fait que je suis dans des bonnes conditions quand j'arrive au match vendredi, c'est que je me suis bien entraînée, et surtout que je me suis entraînée avec des intentions. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à chaque entraînement, je me suis dit voilà, aujourd'hui, je serai concentrée sur mon tir au poste, sur mes courses, voilà. Il y a déjà ça. Après, tu peux aussi t'intéresser de manière un peu plus fine à toutes les fois dans ta vie où tu as réussi des choses et te poser la question de comment ça s'est passé. Par exemple, moi, je sais pas si je l'ai mis dans le livre cet exemple, je pense pas. Mais moi, par exemple, comment j'ai appris l'espagnol? Quand j'étais à l'école, ma prof, elle nous donnait des cours. Moi, je me souviens, le premier jour, je parlais pas un mot. C'est-à-dire qu'elle nous a parlé espagnol toute la journée. Je disais, mais madame. Et en fait, le soir, à partir de ce jour-là, j'ai écouté tous les jours des séries en espagnol, même sans comprendre. Et puis en même temps, j'avais mes cours, et donc du coup, au bout d'un moment, j'ai fini par comprendre. Et puis, je faisais plein de trucs, je lisais plein de trucs, je parlais avec mon agent tout le temps qui est espagnol, donc je lui parlais en espagnol avec, je mélangeais des mots en français, etc. Tout ça pour dire qu'en fait, ma stratégie qui m'a aidée à apprendre, ça a été d'abord d'écouter. Donc j'ai un rapport au son qui est important. Donc comprendre en fait quels sont les sens qui sont très forts chez moi et qui me stimulent dans ma capacité à apprendre. Donc qu'est-ce qui me fait plaisir dans l'apprentissage? J'avais besoin de voir, donc de beaucoup écrire. Et j'avais besoin aussi que ça me remue émotionnellement. C'est-à-dire que l'espagnol, j'aimais ça. C'est-à-dire que j'étais presque amoureuse de la langue. J'avais un truc comme ça. J'imagine, moi, toujours que mon mari serait espagnol, tu vois. Et donc, avec mon prépa mental, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on a regardé, après, dans plein d'autres domaines de ma vie, comment j'avais fait pour réussir d'autres choses. Comment j'ai fait quand j'ai abordé pour la première fois quelqu'un dans la rue. Et en fait, ou plein de petits trucs comme ça. Et en fait, après, on remarque qu'il y a un schéma sensoriel qui se dessine. Globalement, il y a ce truc, il y a d'abord un truc qui me touche émotionnellement. C'est-à-dire l'espagnol, ça m'a touché. Donc il y a une émotion qui est là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir tout un processus pour emmagasiner les choses, notamment avec du son. Donc, par exemple, quand je prépare un match, ce qui va m'aider, ça va être d'avoir de la musique. Parce que je sais que ça me met dans une bulle, ça me met dans un univers, etc. Et après, ce qui va être important, ça va être de bouger. Donc, par exemple, tu vois, pour l'espagnol, j'avais besoin de réécrire les leçons. Parce que le fait de bouger, j'enregistrais mieux les choses. Quand je fais du handball, forcément, ce qui va m'aider à bien imprimer mes gestes, ça va être de les répéter. Et une fois que tu comprends un petit peu comment tu fonctionnes pour apprendre des choses, t'es dans une dynamique où t'es connecté à comment je fonctionne et comment je prends plaisir à l'apprentissage. T'apprends à mieux te connaître aussi, à mieux comprendre ton fonctionnement. Et en fait, tu crées comme ça, en répétant les conditions, tu recrées les conditions qui t'ont permis, dans le passé, de réussir des choses. Donc, tu vis une vie où, du coup, t'es connecté à l'amour de ce que tu fais et plus à tes peurs, quoi. Je comprends. Donc, ça, c'était vachement... C'est un exercice que j'aime beaucoup, par exemple. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ah, de la joie. Je sais pas. C'est toi qui dis. De la joie. De la joie, des belles rencontres, des liens, des liens. Et beaucoup de joie. Et je crois que la joie, ça vient avec les intentions aussi. Avoir la sensation que tu sais, là où tu peux décider dans ta vie, que tu décides. Et donc, du coup, que tu mettes en place des choses, avoir cette sensation de liberté, vraiment. Cette liberté, j'aime bien. Ouais, la liberté aussi. Donc, la liberté, des liens et puis beaucoup de joie. Parfait. Les liens génèrent de la joie en général. Ouais. C'est un des premiers critères. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Le podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
Alors moi, je vais ouvrir grand la porte à une égalité d'estime. Ouais, j'aime bien l'idée qu'on puisse considérer qu'une vie humaine, c'est une vie humaine, qu'elle vaut celle de l'autre, et qu'on a tous notre place, tous et toutes notre place ici. Ouais, on en est loin, mais... Ouais, j'aime bien cette idée. Parfait. Merci beaucoup, Melvin. Merci à toi, Greg. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.